Donc, on va commencer, donc on va parler des masses abdominales. Conduite platonique devant une masse abdominale. Voilà, des masses abdominales. Donc, définition de masse abdominale, toute peu importe processus anormal occupant la cavité abdominale, décelée par la palpation de l'abdomen. Donc, on dit une masse, la masse elle est dite abdominale quand elle est décelée par le palpé abdominal seul. Par contre, elle est abdominopelvienne si elle est décelée conjointement par le palpé abdominal et pelvien. Donc, les circonstances de découverte, comment on va explorer ou découvrir cette masse. Donc, soit dans le cadre d'une simple consultation pour augmentation du volume de l'abdomen, par exemple, le patient il vient en consultation pour une augmentation, une douleur de la fosse iliaque droite, par exemple. Donc là, le médecin il va examiner le patient et il va lancer des explorations. Donc, soit dans le cadre d'un bilan clinique orienté par une symptomatologie d'appel, par exemple, le patient il consulte pour des hémorragies digestives, hautes ou basses, ou un ictère, ou trouble transit, ou alternance diarrhée-constipation. Là, le médecin va demander des explorations. Par exemple, il va demander des échographies qui va tomber sur une masse, par exemple, de la fosse iliaque ou l'hypochondre droit, ou il va demander carrément une endoscopie digestive qui va tomber sur une masse gastrique ou une masse colique. Ou dans le cadre d'un bilan d'extension ou de surveillance d'une maladie, par exemple, une femme qui présente un cancer du sein, donc, lors du bilan d'extension, donc si on demande une TPM thoraco-abdominopelvien, on peut tomber sur une autre masse, par exemple ovarienne ou colique. Ou dans le cadre d'une imagerie pour signe d'appel, par exemple, un malade présente un ictère, donc on complète par échographie abdominale, donc on trouve une lithiase vésiculaire, par exemple. Ou dans le cadre d'une découverte fortuite. Donc le malade fait une échographie ou un aspect dans le cadre d'un examen systématique, donc il tombe fortuitement sur une masse abdominale. Donc, le premier temps, donc, toujours, il faut interroger le patient. Toujours bien interroger le patient. Donc, à l'interrogatoire, toujours, ils vont recueillir les données concernant le malade, tant que l'âge, l'origine géographique du patient, sa profession et ses antécédents personnels et familiaux, cliniques et chirurgicaux. Et s'il y a des voyages récents pour ce patient. À l'interrogatoire, toujours, on doit renseigner sur les données concernant la masse elle-même, donc les circonstances d'apparition de cette masse, est-ce qu'elle est récente ou ancienne, l'évolution de cette masse, est-ce qu'elle est aiguë ou chronique. Toujours, il faut chercher les signes associés à cette masse, est-ce qu'il y a des signes urinaires ou signes digestifs. Donc, pour l'interrogatoire, toujours, donc on a les symptômes d'appel. Dans les symptômes d'appel, il y a les signes d'appel non spécifiques et les signes d'appel spécifiques. Pour les signes d'appel non spécifiques, on a par exemple la douleur abdominale. Si elle est récidivante et fixe, donc la lésion, elle est organique. S'il y a une irradiation, donc là, l'irradiation de la douleur, donc elle nous attire l'attention vers un organe qui pose un problème. La fièvre, donc si on a une fièvre récente, ça veut dire qu'il y a une infection aiguë. Par contre, si on a une fièvre au long cours, c'est le syndrome paramyoplasmique. Donc là, il faut chercher une tumeur solide, donc urinale ou hépatique ou colique. Toujours dans les masses, il faut renseigner sur l'état clinique, les signes généraux du patient, toujours chercher l'asthénie, l'anorexie et l'amaigrissement. Pour les signes d'appel directement liés à la masse, donc on a les signes, tout dépend de l'appareil atteint. Donc si on a des signes digestifs, par exemple nausée, vomissement, trouble transit, hémorragie digestive, si l'appareil digestif elle est atteinte. Donc si on a une masse gastrique par exemple, on a une masse colique, on trouve des hémorragies digestives hautes et basses, tout dépend de la localisation au niveau du tube digestif. Les signes hépatobiliaires, donc comme ictère ou grosse vésicule biliaire, donc c'est par exemple si on a
une masse du tête du pancréas, donc il va comprimer la voie biliaire principale, donc ça va donner par la suite un ictère et peut-être angiocolie. Pour les signes urinaires, on a les hématuries qui s'observent dans les hydronéphroses et une polykystose et dans les tumeurs rénales. Parfois, on trouve des purées et émissions de calcul. Les signes gynécologiques, les aménorrhées et les ménométrorragies qui se trouvent dans cette masse se trouve dans la masse, dans le sphère génital, pardon. Les signes endocriniens dans les tumeurs sécrétaires. Maintenant, on passe à l'examen clinique. Donc, le malade doit être positionné soit en décubitus dorsal ou en latéral ou en position de Trendelenburg. Donc, les pièges ou le diagnostic différentiel, donc là, toujours, il faut éliminer ce qui n'est pas une masse gastrique. Par exemple, il ne faut jamais confondre entre une tumeur pelvienne et un globe vésical. Donc, d'où la nécessité d'un examen sur vessie vide. Donc, toujours, il faut demander au patient d'aller vider sa vessie avant de l'examiner. Ne pas méconnaître une grossesse. Donc, toujours, il faut bien interroger la patiente, la date du dernière règle et compléter par un test de grossesse. Ne pas prendre pour tumeur un fécalome. Donc, le fécalome, c'est une masse pâteuse qui change de position et disparaît après lavement. Ça c'est au toucher rectal. L'examen de l'abdomen sera toujours complété par un examen général, examen pulmonaire, cardiovasculaire, lymphoganglionnaire à la recherche des adénopathies. Donc, les éléments à préciser. Le premier temps, l'inspection. Donc, à l'inspection, toujours, il faut chercher la couleur des téguments. Est-ce que le patient est ictérique? Est-ce qu'il y a des endroits d'équimance? Donc, l'ictère nous oriente vers une pathologie hépatobiliaire. Les lésions de grattage en cas d'ictère, il faut chercher les cicatrices opératoires récentes ou anciennes, chercher des plaies ou orifices fistuleux, productifs ou non productifs, chercher une circulation collatérale abdominale en cas d'HTP, une déformation de la paroi abdominale, augmentation globale du volume de l'abdomen, c'est en cas d'acide et en cas de carcinose péritonéale. La palpation, toujours, elle précise le siège. Donc, le siège de la masse, il oriente vers l'organe. Donc, on a une masse, par exemple, de l'hypochondre droit, ça veut dire la masse, soit elle est hépatique, soit elle est pancréatique, tête de pancréas, soit elle est biliaire. Donc, si on a une masse de la fosse iliaque droit, donc il y a soit on a un problème dans le sécrum, soit un problème dans l'intestin. Donc, il faut toujours préciser le nombre de ces masses, parce que unique ou multiple, la forme de ces masses, arrondie, oblongue ou mutilobée, la taille de ces masses, environ 2-3 cm. Donc, c'est à peu près la circonstance de ces masses, est-ce qu'elle est ferme, dure ou molle, la netteté et le contour et la sensibilité, est-ce que douloureuse, non douloureuse, la mobilité par rapport au plan fixe, la fluctuation et la pulsatilité. Pour l'auscultation, il faut chercher, est-ce qu'il y a un silence, donc la masse, en cas de silence, la masse, elle est au niveau d'un organe plein. Si on a un souffle, ça veut dire la masse, elle est vascularisée ou il y a un anévrisme de l'aorte. Si on a un bruit hydroaérique, ça veut dire là, on a une occlusion intestinale. La percussion, donc, se fait en décubitus dorsal et en décubitus latéral droit et gauche. La main gauche à plat et sur le ventre, la pulpe du médius droit, en crochet, percute la face dorsale de la main gauche. Donc, résultat, normalement, on a au niveau de l'hypochondre droit et gauche une matité parce que le foie et la rate, c'est des organes pleins. Par contre, l'épigastre, on a l'estomac, on a une sonorité parce que c'est un organe creux. Les fosses iliaques droit, gauche et les flancs, on a une sonorité si on percute les intestins et on a des matités si on percute
les reins. L'hypogâtre, pelvis, donc la matité, c'est en rapport avec le globe vesical. Toujours après l'examen clinique, la palpation, la percussion, l'auscultation, toujours il faut compléter par les touchés pelviens. Pour les touchés pelviens, en premier, le toucher rectal qui recherchera le comblement des cul-de-sac de Douglas, granulation péritoniale en cas de carcinose péritoniale, masse extraluminale antérieure ou latérale qui comprime le rectum. C'est en cas de, ça se voit beaucoup plus chez les femmes en cas d'atteinte de l'appareil génital et chez l'homme en cas d'atteinte prostatique. Puis ou sans sur le doigté, toujours après le toucher rectal, il faut vérifier le doigté, est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il y a présence de pus ou de sang. Donc pus, ça veut dire il y a une fistule ou abcès. Sang, ça veut dire il y a un processus qui saigne ou maladie hémorroïdique par exemple. Il faut toujours, pour le toucher rectal, vérifier l'état du périnée. Pour le toucher vaginal, il cherchera le comblement des cul-de-sac latérovaginaux. Donc, en présence d'une masse pelvienne, on apprécie la mobilité du col utérin en mobilisant la masse pelvienne. Donc, si cette masse elle est médiane avec un col mobile, donc là, on est devant une masse utérine. Si cette masse latéro-utérine avec un col non mobile, là, on est devant une masse annexielle. Maintenant, orientation étiologique devant les principales masses. On a les masses péritoniales, donc la traction sur la masse tend sur les muscles pariétaux. La contraction des muscles de la paroi abdominale immobilise la masse qui reste palpable. Le caractère réductible de la réapparition à l'effort sont en faveur de la nature hernière. Par exemple, hernie ombilicale réductible. Les masses péritoniales, ils ont un caractère superficiel, mais sous-péritonial, comme en témoigne la disparition de la masse après contraction abdominale. Les masses hépatiques, son siège, c'est souvent au niveau de l'hypochondre droit et parfois épigastrique ou l'hypochondre gauche en cas de volumineuse hépatomégalie. Mobilité respiratoire de la masse parce que le foie il est en contact avec le diaphragme, donc ça va être mobile avec la respiration. Il faut préciser la douleur de type colique hépatique souvent. L'ictère est un signe d'orientation vers l'origine hépatobiliaire de la masse. Donc si on a une masse, voilà, un processus de tête de pancréas qui va comprimer la voie biliaire principale, donc ça va se manifester par un ictère. Les masses vésiculaires, normalement la vésicule biliaire, elle n'est pas palpable. Et toute vésicule palpable, elle soit pathologique ou témoigne d'un processus pathologique sous-jacent. Exemple, un cancer du pancréas. Les caractéristiques palpatoires sont tuméfaction polymique précise, piriforme, sous le rebord costal droit, mobile à la respiration et se manifeste par ictère et douleur. La rate, toute rate palpable est pathologique. À l'état normal, normalement, la rate n'est pas palpable. Elle est sous le rebord costal. Donc, toute rate palpable, elle est pathologique. C'est le cas de splénomégalie et qui se traduit cliniquement par une masse bien limitée avec un bord antérieur crénelé et inférieur palpable, mobile à la respiration. Elle est superficielle pour la main et la patte. Pour le côlon, donc cliniquement, si on a une masse colique, cliniquement, on a un saignement digestif. Ce saignement est peut-être un saignement occulte et qui doit être révélé par une anémie ou méléna ou extériorisé par méléna ou rectoragie ou avec trouble de transit ou alternance diarrhée-constipation. Tout se manifeste à l'examen clinique par une tuméfaction arrondie ou oblongue à grand axe parallèle au segment intestinal en cause. Les limites sont plus ou moins nettes. Pour le rein, possibilité à l'état clinique, on trouve des coliques néphrétiques
ou ça se manifeste par hématurie ou pyurie, avec à l'examen clinique un contact lombaire ou ballottement rénal. Notez bien qu'un rein peut être tosique et donc palpable. Pour le pancréas, il donne des douleurs souvent type pancréatique, ça veut dire des douleurs transfixantes, épigastriques, transfixantes, irradiant vers le dos, souvent associées avec un ictère. La masse épigastrique ou la masse elle est épigastrique ou au niveau de l'hypocondre droit ou gauche. Cette masse elle est fixe, profonde, parce que le pancréas c'est un organe profond. Si la tumeur change de volume d'un examen à un autre ou disparaît totalement, ça veut dire qu'on est devant une tumeur fantôme. Donc il peut s'agir d'un faux kyste du pancréas. Pour l'anévrisme de l'aorte, donc se voit souvent chez les patients aux antécédents vasculaires, une tumeur battante, expansive, avec un souffle à l'auscultation. Maintenant, pour l'exploration paraclinique des masses abdominales. Donc, premièrement, la radiologie. Le premier examen à demander, c'est l'aspect, face et profil, à la recherche des opacités, des calcifications, refoulement des anses, ombre de psoas et volume du rein. Le deuxième examen, c'est l'échographie. C'est l'examen de premier choix, facile et répétitif et qui permet de préciser l'origine de cette masse, sa dimension, les rapports anatomiques, la nature liquidienne ou solide, sachant que cet examen est manipulateur dépendant. Il permet aussi d'étudier les organes pleins, rechercher d'adénopathie ou d'un épanchement associé. Troisième examen, c'est l'ATDM. L'ATDM, il permet de préciser les rapports avec les organes de voisinage vasculaire ou en plus de ça, donc il localise d'autres localisations en cas de métastase, évoque la nature en fonction de la densité. Quatrième examen, c'est les opacités digestives, thyroïdie, transit œsogastro-duodénal, et l'abnormalité et le transit du greffe. Enfin, c'est l'IRM. Pour les examens endoscopiques, il permet de voir la lésion et de faire des biopsies et apprécier la nature de ces lésions, parce que des processus, des ulcérations, compression extrinsèque. Donc, ces examens endoscopiques, c'est l'endoscopie digestive haute, la coloscopie et la rectosigmoïdoscopie. Les autres examens, on a l'écho-endoscopie haute et basse. L'écho-endoscopie, l'écho-endoscope, c'est un endoscope mené du centre d'échographie. Deuxième examen, c'est laparoscopie. Laparoscopie, donc si on est devant un souci de diagnostic, le dernier recours, c'est la laparoscopie. Donc on va ouvrir l'abdomen et on va explorer cette masse, chercher cette masse et faire des biopsies. Hysterosalpingographie pour l'appareil génital. Pour les examens biologiques, la formule, ionogramme, donc en cas d'atteinte rénale, bilan hépatique en cas d'atteinte hépatique et hématologie en cas d'atteinte splénique. Maintenant, les étiologies. Comme vous savez tout le monde, l'abdomen se divise en 9 quadrants et chaque quadrant contient des organes. Donc, on a l'hypocondre gauche, l'hypocondre droit et l'hypocondre gauche, l'épigastre, le flanc droit, le flanc gauche, la région périombilicale, la fosse iliaque droite et la fosse iliaque gauche et l'hypogastre. Donc l'étiologie est en fonction du siège de la masse abdominale. Celle-ci pourra intéresser une des différentes parties de l'abdomen ou les différentes parties ou tout l'abdomen ou la fosse lombaire. On commence par l'hypocondre droit. Donc, l'hypocondre droit, il contient plusieurs organes. Parmi ces organes, on a le foie, la vésicule biliaire, le côlon droit, la tête du pancréas et le rein droit. Pour le foie, donc, il peut être atteint d'une hypatomégalie qui peut être en rapport avec une tumeur bénigne, par exemple, hyperplasie focale nodulaire, HNF, ou une tumeur maligne, primitive ou secondaire. Peut-être le siège d'un kyste hydatique ou biliaire, peut-être le siège d'abcès amébien ou apéogène, un problème médical,
comme cirrhose ou soit cardiaque. La vésicule biliaire peut être le siège d'une polycystite aiguë lithiasique et surtout un hydropolycystite lithiasique qui se manifeste par des douleurs de l'hypocondre droit irradiant vers l'épaule gauche. Une distension de la vésicule en amont d'un obstacle situé sur la vésicule biliaire principale en aval du cystite. On voit ça dans les cancers de tête de pancréas ou les cholangiocarcinomes. Pour le côlon droit, donc il peut être atteint d'un cancer de l'angle colique droit, et souvent volumineux. La tête du pancréas peut être atteinte de cancer ou fausse kyste ou un faux kyste. Le rein droit, volumineux kyste ou kyste du rein droit. Pour l'hypocondre gauche, donc c'est la même chose, mais c'est renversé. Mais à la place du foie, on a la rate. Donc, l'hypocondre droit, il contient les organes la rate, l'angle colique gauche, la queue du pancréas et le rein gauche. Donc, la rate, donc, pour la rate, donc, on a les hémopathies, les lymphoïdes chroniques, la maladie de Hodgkin ou le paludisme, kyste hydatique, les hématomes ou les abcès. Pour le côlon gauche, peut être le siège d'un volumineux cancer de l'angle colique. Le rein peut être le siège d'un volumineux cancer ou un kyste. La queue du pancréas peut être le siège d'un cancer ou un kyste pancréatique. Pour l'épigasthe, c'est le siège d'une partie du foie, le foie droit, le corps du pancréas, l'estomac et le côlon transverse. Donc, le foie, essentiellement, la palpation d'un gros lobe gauche, tumeur ou cirrhose, en cas de tumeur ou cirrhose. Donc, on a une tuméfaction du lobe gauche, palpable au niveau épigastrique. L'estomac, il peut s'agir soit de la palpation directe d'une tumeur, soit de la palpation d'une volumineuse dilatation en amont d'une sténose pylorique. Donc, si on a une sténose pylorique, on a une estomac plein. Donc, ça veut dire qu'il y a une stase gastrique, donc augmentation du volume gastrique palpable à l'examen clinique. Le corps du pancréas peut être le siège d'un cancer ou faux kyste, ou on a le cancer du côlon transverse. Pour la région péri-ombilicale, on a les hernies ombilicales, l'ombilique, donc peut-être le siège d'un hernie ombilicale. On a le péritoine, le côlon transverse, le grêle et l'anévrisme de l'aorte. On a parlé du cancer de transverse. Pour le grêle, peut-être le siège d'une ilyite pseudo-tumorale du crâne. Au cours d'un syndrome occlusif, une importante dilatation localisée se palpe volontiers chez le sujet maigre et les opérés de l'abdomen. Le péritoine, on peut trouver un ou multiples volumineux nodules dans le cadre de carcinose péritonéale. Une hernie ombilicale, l'hernie ombilicale peut être réductible, engouillée ou étranglée, pouvant contenir une tumeur épiploïque. Et on a l'anévrisme de l'aorte. Pour la fosse iliaque droit, qui contient le sécom, l'appendice et l'ovaire droit. Pour le côlon droit, peut-être le siège d'un cancer du sécom, la maladie de Crohn ou une tuberculose iléocycale. Pour l'appendice, peut-être le siège d'un abcès ou un plastron appendiculaire ou mucocèle appendiculaire, c'est le cancer appendiculaire. L'ovaire droit peut être le siège d'un kyste ou un cancer de l'ovaire droit. La fosse iliaque gauche, on a le côlon gauche et l'ovaire gauche. Pour le côlon gauche, on a un cancer ou une sigmoïdite. Donc, si par exemple le patient présente des diverticules sigmoïdiens, ces diverticules peuvent compliquer par une diverticulite qui va se compliquer par une sigmoïdite, par des hémorragies et des diarrhées avec fièvre et qui peut aller jusqu'à la chirurgie. L'ovaire, siège de cancer ou kyste, l'ovaire gauche. Pour l'hypogasthe, contient la vessie qui sert génitale. Donc la masse est accompagnée de signes de compression pelvienne, urinaire, folliculière ou digestive kinèse et de signes gynécologiques. La vessie peut être le siège d'une tumeur vésicale
Le sphère génitale peut être le siège d'un volumineux fibrome utérin ou kyste ovarien enclavé dans le tube de sang. La fosse lombaire siège contient le rein, le rétropéritoine et l'appendice à droite. Pour le rein, peut être le siège d'un cancer ou un kyste. L'appendice, c'est l'abcès sur appendicite rétropéritonéale. Et le rétropéritonéal, tumeur rétropéritonéale, fibrosarcome ou liposarcome. Pour les hématomes, pour les patients plus anticoagulants, et peut-être le siège d'un abcès. Les masses pouvant occuper toute localisation abdominale ou se généraliser à tout l'abdomen. Donc, on a le péritoine, c'est la carcinose. Donc, on a une acide volumineuse, acide de grande abondance avec une carcinose. Donc, le mésentère et le mésochrome, c'est les kystes bénins. La paroi musculaire, donc l'hématome de paroi, siège volontiers sur le grand droit, patient sous anticoagulants surtout, une tumeur dysmovique unie avec un énorme volume. Le caractère de ces tumeurs, c'est des tumeurs récidivantes. J'ai terminé. Donc, est-ce qu'il y a des questions? C'est quoi un kyste du pancréas? Un kyste du pancréas, donc, le patient s'il fait du pancréatite à répétition, donc, avec des pancréatites stade E, par exemple, stade E, donc, il y a des collections de sucre pancréatique qui va se compliquer avec le temps par un kyste de pancréas. Une subtraction au niveau de l'épigastrique peut être à cause d'une hernie. Oui, peut-être. Carcinose péritonéale. Carcinose péritonéale, c'est une métastase au niveau du péritoine. Donc, ça se manifeste par acide avec des adénopathies et des nodules au niveau du péritoine. Pour les masses vésiculaires, la vésicule biliaire, donc soit siège de multiples lithiases, soit, soit on a une compression. Le cholangiocarcinome, par exemple, c'est un cancer des voies biliaires qui va comprimer et il va donner de volumineuses vésicules biliaires. Infokyste, c'est quoi infokyste? Infokyste ou tumeur fantôme. Donc, c'est un kyste qui va disparaître et va réapparaître. Comment palper une masse profonde comme la rétropéritonéale? Donc, on peut palper une masse profonde si le patient il est maigre. Donc, si le patient n'est pas maigre, on ne peut pas palper la masse profonde. Ah, désolé. Hein. Il y a un étudiant qui m'a dit que j'étais trop vite, donc désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, on peut faire des biopsies. Donc, si on objective une masse, par exemple, à la radio, euh, à la TBM ou à l'échographie, une masse colique, par exemple, une masse gastrique, on doit compléter par une fibroscopie ou une coloscopie, et on fait une biopsie. Donc, si on a une masse rénale, donc on adresse le patient en service de néphrologie ou urologie pour faire des biopsies. Comment les anticoagulants provoquent des hématomes au niveau digestif. Donc, est-ce qu'il existe une masse abdominale qui n'est en rapport à aucune étiologie? Non. S'il vous plaît, docteur, est-ce qu'une grossesse extra-utérine peut être considérée comme une masse abdominale? Oui. Ça veut quoi dire une colique néphritique ou colique hépatique? Colique néphritique, c'est une douleur irradiant du flanc, euh, du flanc gauche ou droit vers l'appareil génital. Les coliques hépatiques, c'est des douleurs au niveau de l'hippocampe droit. Donc les coliques néphritiques en faveur d'une pathologie euh, rénale, ou colique hépatique, c'est en faveur d'une pathologie hépatique ou biliaire. Chez la femme enceinte, comment on doit palper? Oui, c'est une très bonne question. Donc, chez la femme enceinte, deuxième, troisième trimestre, on ne peut pas palper. Donc là, on complète beaucoup plus par des échographies. Est-ce qu'elle peut donner une subtraction au niveau de l'épigastre? Au niveau de l'épigastre, oui, c'est l'hernie de la ligne blanche. Si la palpation est douloureuse, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est devant un tableau, il faut toujours éliminer un tableau chirurgical. Donc, on est devant un ventre de bois, donc là, euh, il faut chercher une perforation, une péritonite, donc éliminer une urgence. D'autres questions, s'il vous plaît? Merci à vous. Une masse, une masse battante chez un sujet maigre, pathologique ou non. Peut être pathologique et peut être normal. Là, pour confirmer, il faut
complété par une échographie. Il n'y a pas d'autres questions? S'il vous plaît, docteur, la tumeur pariétale, le siège exact. Parfois, la douleur pariétale, c'est souvent au niveau musculaire. Examen de première intention devant une masse abdominale, échographie abdominale. Et par la suite, on complète, tout dépend du siège de cette masse, soit par une TDM, soit par IRM. Donc tout dépend de la localisation. Est-ce que c'est une masse rénale, c'est une masse gastrique, c'est une masse hépatique? Mais le premier examen, c'est l'échographie. Le syndrome solaire de l'aorte battante. Comment peut-on le différencier d'un anévrisme de l'aorte? Par une échodoppler vasculaire. Donc, pour préciser.